Bonjour! Hi! Hola! Je m'appelle Éric Rémy. Je parle couramment 3 langues, mais ma langue préférée, c'est ma langue maternelle, c'est le français. C'est une langue colorée, imagée, c'est une langue riche aussi, que l'on dit d'ailleurs aussi difficile à apprendre et à maîtriser que le mandarin. Au cours des 60 prochaines minutes, je vous invite à faire la connaissance de gens de cultures différentes, venant parfois de pays très lointains, qui vont tous nous parler et nous raconter leur attachement et leur amour pour la langue de chez nous. Suivez-moi. Bon, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Salut Berge, ça va bien? Ça va très bien, et toi, Elga? Oui. Toi, Berge, ton père est un immigrant arménien d'Égypte, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça. Il a quitté l'Égypte dans les années 60. Lui, il voulait être les prochains Beatles. Il faisait de la musique, il ne voulait pas faire la guerre, il voulait aller juste être bien, recommencer sa vie. Il a quitté sa famille au complet. Parce qu'il faut que juste plus rapidement, après le génocide arménien en 1915, il y a beaucoup d'Arméniens qui sont déplacés, la diaspora un peu partout au Liban, en Syrie, en Égypte, même aux États-Unis, etc. Sa famille s'est installée en Égypte. Donc lui, à l'âge de 18 ans, il a décidé de quitter toute sa famille, tout seul, une valise, 20 $ dans ses poches. Il est arrivé au Canada, il s'est installé. Au fait, il devait aller à Winnipeg, puis il a dit non, à l'escale à Montréal. Il a dit, moi, je m'en viens à Montréal. Et il s'est installé ici, et voilà. Et toi, Berge, quelle était la première langue que tu as apprise quand tu étais tout jeune? C'est le français. C'est le français? C'est le français parce que ma mère était québécoise. OK. Et donc, étant donné que mon père parlait français aussi, on a appris le français à la maison. J'avais un gros accent quand même, mais j'apprenais le français et je suis allé à l'école arménienne par contre, à partir de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Oh, Ouais. d'accord. Ouais. Mais le français restait la première langue à la maison? La première langue à la maison, oui. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Ouais. Puis, pour toi, je sais que tu es maintenant professeur à l'école primaire, je crois? Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves que le français est très important dans ton contexte de travail? Très important. Moi, le français, ça a toujours été important à la base. Je te dirais qu'à l'école arménienne, ce que je réalisais malheureusement, c'est que, en tout cas, moi, c'était mon expérience à l'école arménienne où, si on ne parlait pas arménien, on parlait anglais. Parce que le français, c'était considéré un peu moins cool, entre guillemets, je le dis comme ça. Mais moi, j'aimais beaucoup déjà la culture. J'écoutais Rock et Belles Oreilles, j'écoutais la musique en français, mais je n'arrivais pas à l'école le lendemain en disant as-tu entendu telle chanson en français? Parce que c'était comme, ah, t'écoutes du français. Mais moi, je trouvais que c'était une belle langue déjà. Et c'était ma langue première, veux pas, à la maison, je parlais français. Et j'ai voulu continuer dans cette lignée-là en enseignant le français. Donc, voilà, d'enseigner le français, c'est très important pour moi. Et je te dirais qu'au niveau du vocabulaire, puis même au niveau grammatical, je suis assez sévère là-dessus pour avoir un bon français écrit, un bon français parlé. Oui, je veux qu'on préserve cette langue-là parce qu'il y a un lien à faire avec l'Arménie et le Québec, je trouve. C'est qu'on n'est pas un grand peuple, on est perdu dans une espèce de marée. Et oui, il y a une certaine crainte d'éventuellement perdre une identité, que ce soit pour les Arméniens et pour les Québécois. Donc, je trouve qu'il y a un même combat à ce niveau-là. La langue française occupe une place assez importante? C'est une bonne question. Des fois, c'est drôle parce que autant je suis trilingue et je parle anglais et j'aime tout ce qui est la musique en anglais, j'aime beaucoup. Autant ça vient me chercher certaines choses que je vois autour de moi où on n'utilise pas le français à sa pleine capacité, pleine valeur. Je trouve que je ne veux pas rentrer dans la politique, mais oui, c'était important, la Charte de la langue française dans les années 70, pour que les nouveaux immigrants aillent à l'école francophone, à moins que les parents soient anglophones. Ça, d'emblée, pour moi, c'est important. Dans certains pays,
Non, on garde notre culture. Si tu vas à Barcelone, ou tu vas en Espagne ou tu vas en Italie, tu vas parler la langue là-bas. Et lorsqu'on arrive ici, pourquoi absolument il faut dire bonjour, hi, alors que on a une belle culture ici, on a notre identité. Et non, c'est bonjour. Puis si tu parles anglais, bien, je vais m'ouvrir puis je vais parler anglais avec toi. Il n'y a pas de trouble, mais soyons fiers d'être francophones. Voilà. Ben, la table est mise avec cette belle phrase, justement, de Berge Garabédian qui nous dit « Soyons fiers d'être francophones ». On retrouve Elga qui a fait cette entrevue et également deux autres personnes qui s'ajoutent à la table ronde. Merci d'être là. Je vous présente respectivement Carole Charvet, directrice Carrefour d'Interculture de Laval, et Annie Levac, coordonnatrice pour diversité culturelle de Deux-Montagnes. D'abord, on va tout de suite mettre en contexte. Qu'est-ce que c'est que vos organismes? D'abord, Carole. Nous sommes un organisme en fait d'aide à l'accueil, à l'établissement et à l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on est situé à Laval. On accueille annuellement plus de 2400 nouveaux arrivants par année. Quand même, beaucoup. Oui. Et à Deux-Montagnes, vous faites quoi avec vos services, votre organisme? Oui, nous, on est un comité citoyen, puis l'objectif, c'est de faire le pont entre les Québécois d'origine et les néo-Québécois. Donc, on a organisé un pique-nique sur la diversité culturelle au mois d'août. On a fait un recueil de recettes de cuisine avec une fête et on diversifie notre diversité. Donc, des fois, c'est l'Afrique, le Brésil, l'Irlande. On est vraiment là pour faire la promotion du vivre ensemble. Puis tout de suite, juste pour mettre la table, écoutez, autour justement de cette table, Elga, tu es d'origine à la fois quoi? Mais mon père est allemand. Allemand, ta Oui. mère est québécoise? Ma mère est québécoise, mais elle est allée chercher mon père en Allemagne. OK. Oui. Carole, D'origine française, et votre mari, il est franco-belge. franco-belge. Et Annie? Bien, moi, je suis québécoise, mais mon ex-mari vient d'Amérique du Sud, donc ma fille est métissée. Et c'est fait partie de mes passions profondes, la diversité. La culture. Oui, la diversité. Absolument. Ouais. Et moi, ben, mes enfants sont à la fois mi-canadiens, mi-vénézuéliens. Et donc, voyez-vous, c'est ça le Québec d'aujourd'hui. Voilà. C'est on va dire en anglais ce melting pot, mais ce beau mélange des cultures. Notre intervenant a parlé de la Charte de la langue française. Si vous le voulez bien, je vais faire un petit peu d'historique pour remettre en contexte qu'est-ce que c'est que la loi 101. Alors, sans tomber bien sûr dans l'aspect politique de la chose, vous allez me permettre de vous ramener un peu dans le temps. Alors, la Charte de la langue française, qu'on appelle communément la loi 101, a été adoptée le 26 août 1977 à l'Assemblée nationale du Québec. 3 ans auparavant, en 1974, il y avait eu la loi sur les langues officielles, qu'on appelait communément la loi 22. Avant l'adoption de celle-ci, le Québec était, imaginez, la seule province canadienne qui était obligée d'être bilingue au niveau de ses institutions. Ça ne touchait pas le reste, imaginez, du Canada. En 1984, parce que cette loi-là, quand elle est arrivée, elle n'a pas fait l'affaire de tout le monde, on s'en doute. Il y a eu une exode de plusieurs dizaines de milliers de familles anglophones dans d'autres provinces du Canada. Mais il y a surtout eu le lobbying, si on veut, de grandes entreprises qui ne voulaient pas afficher en français. Et ce que ça a fait, c'est que cette loi-là a été contestée d'abord à la Cour supérieure du Québec. On a invalidé donc la disposition justement sur l'affichage unilingue français dans le cadre justement de cette charte-là. Et en 1988, il y a la charte, la Cour suprême du Canada qui en a rajouté une couche, on va dire, parce qu'ils ont donc confirmé ce jugement de la Cour supérieure du Québec. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement à ce moment-là? C'est qu'ils ont donc, ils se sont tournés pour justement éviter cet écueil légal. Le gouvernement en place a adopté la loi 178 qui a modifié la Charte de la langue française en utilisant la clause non-obstant de la Charte canadienne des droits et libertés afin justement de préserver son droit d'imposer l'image, l'affichage justement uniquement en français. Donc la loi 101, est-ce que tu savais ça, Elga? Bien sûr. Contient 9 chapitres dans lesquels je vais vous faire l'énumération de nos droits en tant que personne. Le droit de chaque personne de pouvoir communiquer en français avec les branches du gouvernement, c'est-à-dire les ordres professionnels, associations d'employés et entreprises établies. Le droit de parler français dans une assemblée délibérante, ça c'est l'Assemblée nationale, un conseil d'administration, un conseil de ville. Donc, là où on prend des décisions, des positions, des orientations et des actions. Le droit, bien sûr, de travailler en français, ça c'est un droit enchâssé là-dedans. Il y a aussi le droit pour le consommateur d'être informé et servi en français et le droit, finalement, toute personne ici au Québec qui est admissible à recevoir un enseignement en français. Est-ce que vous sentez la loi 101, est-ce que vous la sentez dans vos différents domaines? Est-ce que les gens sont conscients, justement, de l'impact de cette loi-là et de l'importance qu'elle soit adoptée depuis si longtemps?
Mais moi, en tout cas, personnellement, tu sais, je suis née en 1971, fait que j'ai comme un T'as grandi enfant. dedans. J'ai grandi là-dedans, Ouais, ouais. mais je sens l'importance du français. Pour plein de raisons. On doit être fiers de notre culture, là, ici au Québec. Puis souvent, ben, nos enfants, comme moi, je suis une mère québécoise, malgré le fait que son papa est espagnol et que moi, je parle couramment espagnol, les enfants suivent beaucoup la langue de la mère. Et notre environnement a une grande importance. Donc, moi, je trouve que c'était une très belle démarche pour notre culture d'avoir tous ces droits et ces privilèges parce qu'on doit être fiers de qui on est dans le bassin Bien sûr. qu'on représente parce qu'on est très petit dans ce bassin anglophone quand même. Justement, Berge mentionnait qu'il faisait un parallèle avec les Arméniens et les Québécois. Il disait, ben, justement, pour pas que notre culture soit menacée. Est-ce que vous sentez que, justement, les gens qui arrivent ici au Québec sont je dirais, conscients de l'importance de parler le français? Mais ça fait, oui, ils en sont conscients parce que lorsqu'on prépare son dossier au niveau de l'immigration, on nous demande si on connaît la langue française, puis on a des points si on la maîtrise par rapport à notre dossier. On est un organisme en fait qui est mandaté par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, donc on doit amener ou faire la promotion en fait du français auprès des nouveaux arrivants, même si quand ils arrivent, certains ne maîtrisent ni le français ni l'anglais. Donc, c'est de les amener vers l'apprentissage du français parce qu'il y a des ressources, en fait, qui existent pour les adultes. Et c'est sûr que la question va se poser puisque les enfants vont être scolarisés en français dès leur arrivée. Est-ce qu'on sent le sentiment de fierté de parler le français au Québec? Est-ce que toi, tu le ressens? Fierté, bien, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais mettre comme une petite parenthèse. Je pense que les immigrants qui arrivent maintenant sont beaucoup plus conscientisés sur le français et l'importance. Puis je pense que ils en sont fiers. Puis, mais je pense que les immigrants, peut-être de la génération avant, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est ça que je ressens. Puis, oui, il y a une fierté de parler français au Québec, surtout quand on sort du Québec. Bon, on va avoir le temps de continuer à jaser avec, bien sûr, non seulement Elga, mais nos deux invités. Alors, on poursuit avec la langue de chien. Alors, bonjour Veda. Salut! Alors, veux-tu nous parler de ton métier? Oui, bien en fait, moi je suis parolière, j'écris des paroles pour des chansons. Je fais également du top lining, j'écris les mélodies pour les paroles. Mais ouais, c'est ça, la musique. Parfait. Tes inspirations, ils viennent d'où exactement? Bien en fait, depuis que je suis jeune, c'est vraiment intéressant parce que ma mère écoutait tout le temps du disco. Mon père écoutait tout le temps comme du Marvin Gaye. OK. Là, j'ai trouvé un genre de middle ground, un terrain d'entente où je fais un peu de R&B. Mais j'ai surtout écouté comme du Joe Dassin en étant jeune, du Charles Aznavour, du Marvin Gaye aussi. Ouais, je dirais que ça vient de là un peu. Puis à part Charles Aznavour, puis Joe Dassin, y a-tu d'autres artistes francophones qui t'ont beaucoup inspiré? Ouais, ben j'aime beaucoup Michel Fugain. J'ai rencontré l'autre fois, puis il parlait un peu de son processus de quand il écrivait des chansons, puis comment il a débuté. Puis il a écrit une chanson pour Dalida, comme les premiers mois qu'il a commencé à écrire la musique. Puis j'étais comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Puis c'était motivant aussi de voir qu'on pouvait avoir beaucoup de succès en écrivant des chansons en français, tu sais. C'était pas juste limité à l'anglais. La musique te passionne. Et qu'est-ce qui Ouais. fait en sorte que tu as choisi le français plus qu'une autre langue pour t'exprimer dans ton art? Ben en fait, le français, c'est ma langue première, d'abord. Et puis également, je trouve que c'est vraiment une langue magnifique, là. Je considère qu'elle est beaucoup plus complexe et fluide que l'anglais, puis elle est beaucoup plus imagée. Donc, je trouve que c'est une langue qui permet vraiment d'exprimer des émotions, mais qui crée des images aussi pendant qu'on l'écoute. Trouves-tu ça plus difficile que d'écrire en anglais? D'une façon, oui, parce qu'on dirait que, je sais pas si tu as remarqué un peu, tu sais, à la radio, c'est tout le temps les mêmes thèmes abordés dans les chansons en anglais. C'est redondant, c'est les mêmes mots. Dans chaque chanson, tu entends les mêmes mots tout le temps, il n'y a rien qui ressort. Tandis qu'en français, tu écoutes un album, puis ça peut être des thèmes tellement variés, ça va vers des idées complètement différentes, des mots que souvent même moi, j'ai pas entendus, qui sont vraiment d'une beauté incroyable, puis qui sont complexes. Fait que je trouve que c'est plus riche écrit en français, donc oui, ça prend peut-être plus d'efforts, mais en même temps, ça vaut la peine parce que
ça coule dans nos oreilles, là, tu sais, c'est tellement doux comme langue, là, je trouve. Ouais. Toi, en tant que Québécoise, Ouais. qu'est-ce que tu vois comme avantage à écrire en français? Ben en fait, c'est ça, moi, je suis comme un mix. Tu sais, ma grand-mère a immigré de la France, mon grand-père a immigré de l'Italie, et puis ma mère est québécoise. Donc, je suis comme un amalgame de culture là, chez moi. Par contre, je trouve vraiment que la langue française, c'est magnifique. Surtout au Québec, c'est ce qui nous détermine. Tu sais, on sort du lot grâce à la langue française. Puis en même temps, on peut avoir un public en Europe. Donc, je trouve que c'est vraiment un plus. Tu sais, c'est une ressource, avoir le français et l'anglais aussi. Mais moi, j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans, dans le coin de Chicago. C'était vraiment spécial parce qu'en fait, personne parlait français. J'avais personne avec qui parler. Donc, à chaque fois que, disons, je parlais avec mes amis, toujours en anglais. Mais quand ma mère appelait, je répondais en français puis je parlais. À chaque fois que quelqu'un m'entendait parler français, il venait me voir, il me tapait sur l'épaule puis il disait « On comprend pas ce que vous dites, madame, mais c'est vraiment beau. » Sérieusement? Ouais, il me disait tout le temps, c'est tellement une belle langue. On comprend pas ce que vous êtes en train de dire, mais on aime la façon que ça coule, c'est fluide. Puis tout le monde disait que c'est vraiment mélodieux à l'oreille. T'sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on finit une phrase, c'est comme en question. C'est C'est vrai? ça qu'ils m'ont dit les Américains là, quand j'habitais, en tout cas, à Chicago. Là. Ouais, ça a été une expérience quand même intéressante de voir ça. Aussi, dans l'œil des étrangers, ils ont toujours une belle perception de la langue française. C'est toujours sur un piédestal. Je trouve que c'est vraiment la plus belle langue, de ce que je me suis fait dire. Là, ouais. Merci beaucoup, Veda. Merci à toi, je suis contente d'être là. Mon actuelle femme, Marie-Claude, je l'ai connue il y a 3 ans, en skiant à Zermatt, en Suisse. Et elle parle sa langue maternelle, français. Alors, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser dans la langue comme ça. Et j'ai commencé avec le programme, une application avec une application. Et je me suis dédié assez, non? J'ai fait comme au moins 1 heure par jour pour commencer à apprendre les bases de la langue française. Tu as fait ça pendant à peu près 2 ans? 1 heure par jour? Oui. Et après, je suis allé comme pour 4 mois, je suis allé à Lausanne. Mais Suisse, j'étais dans l'eau froide, non? De Oui. la langue française. Un bain d'immersion. Oui. Et ça a marché très, très bien parce que je suis cuisinier et dans la cuisine, tout le monde a seulement parlé en français, non? Oui, c'est vrai. C'est comme assez le berceau des grands chefs, hein? Oui. Alors, tu es arrivé au Québec au mois de novembre seulement et déjà, tu parles vraiment très bien français. Merci beaucoup. Je suis content aussi, mais il y a encore beaucoup d'espace pour améliorer. Marcus, je sais que la langue française est une langue très compliquée. Puis je me demandais, pour toi, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Est-ce que c'est la conjugaison, les féminins, masculins? Pour partir, je dirais que je suis un petit peu avantagé parce que j'ai vécu 14 ans en Italie et j'ai déjà appris la base italienne qui est assez similaire en français. Pour moi, la chose la plus difficile est parce que ici c'est le français québécois. Qui a un dialecte assez fort. Moi, je suis habitué de parler le dialecte en italien. C'est vrai, l'Autriche, l'Allemagne, et nous, c'est le Québec et la France. Exactement. Oui. Moi, je suis déjà grandi en parlant... oui, exactement, en parlant dialecte. En Italie aussi, je suis parti avec l'italien, l'haut-italien, et à la fin, j'ai un petit peu de dialecte aussi quand je parle en italien. La chose la plus difficile en début, c'était absolument de comprendre ça que j'étais à Lac-Saint-Jean avec Alors, c'est l'accent que tu trouves le plus difficile? Oui, l'accent, c'était le plus difficile. Et écrire. Écrire, parce qu'il y a tous ces mots qui sont de langue comme ça, mais la prononciation, c'est juste court comme ça, non? Effectivement. Oui, toutes les lettres silencieuses qui sont... Ça, c'est la chose la plus difficile. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup de difficultés. C'est juste le vocabulaire. Je dois encore apprendre beaucoup. Mais tu as déjà un très... Si quelqu'un veut apprendre la langue, c'est possible. Même si tu as 70 ans.
Puis moi, j'ajouterais que le fait que tu parles français, tu t'attires beaucoup de sympathie des gens et d'admiration. C'est ça aussi, c'est ça que j'ai vu en Italie aussi, non? Quand je parle avec les Italiens qui ne me connaissent pas, après je dis non, parce que je ne suis pas italien. Ils sont comme tu n'es pas italien, non? Et ils sont tous, non, oui, ils sont tous contents, non? Que quelqu'un peut apprendre la langue comme eux parlent. Comme tu le fais. Ouais. En tout cas, on est bien contents que tu sois venu au Québec puis que tu aies pris déjà notre belle langue comme ça. Alors, je te remercie beaucoup, puis au plaisir. Avec plaisir. Ben, l'amour est un beau vecteur pour apprendre une langue. Ton père a dû apprendre le français. Ben, il savait déjà le français. Il savait déjà le français, mais disons, il a pu l'améliorer avec le temps. Oui. Tu as appris l'espagnol grâce à l'amour. Grâce à l'amour. Vous, c'est quoi? C'est du français à la maison? Oui. C'est français et belge? Mais francophone, donc c'est français. Mais c'est fabuleux quand même. Il est arrivé en novembre dernier et déjà, il maîtrise le français de cette façon-là. Moi, ça m'a impressionné. Puis, couramment, même si les gens ont tendance à vouloir l'approcher en anglais, tout de suite, il va y aller en français. Puis, moi, je le trouve très, très à l'aise. C'est impressionnant. Absolument. Les immigrants, les nouveaux arrivants, ils apprennent le français comment d'abord? Mais vas-y, réponds à cette première partie-là, parce que moi, ma perception va dans une autre direction. OK, parfait. Mais en fait, il y a des programmes qui sont spécifiquement conçus pour les nouveaux arrivants. Donc, il y a de la francisation. Ils ont le choix de se diriger vers du temps complet. Donc, c'est vraiment de l'immersion ou alors temps partiel. Donc, ça va être de 6 à 9 heures par semaine. Ce sont des professeurs du ministère de l'Immigration qui sont là pour enseigner à un groupe de 20 personnes. Donc, c'est la base. Il y a des niveaux, débutants, intermédiaires, avancés, etc. Et les gens cheminent dans l'apprentissage de la langue, mais pas seulement de la langue, également de la culture. Oui, c'est vrai, parce que c'est en parallèle. Oui. Et vous, Annie? Bien, moi, ma perception aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens qui immigrent au Canada qui parlent déjà le français. Donc, quand on prend les gens du Maghreb, qu'on prend les gens de l'Afrique de l'Ouest ou même de la France aussi, mais aussi les gens qui ont des langues latines, c'est très proche du français. Oui, absolument, c'est la racine Il faut latine. être conscient que dans le phénomène d'immigration, il y a beaucoup de gens on a ce dénominateur commun-là, beaucoup sont issus de la colonisation française. Donc, il faut regarder aussi à travers l'immigration, qu'est-ce qu'on a en commun au lieu de juste dire « Ah, on est différents ». C'est vrai qu'on a des différences, mais c'est quoi nos dénominateurs communs? Puis le français nous unit. Puis j'imagine pas à quel point ça peut être difficile. Déjà, nous qui parlons le français, c'est une langue qui nous donne du fil à retordre. Oui, c'est vrai. Ces gens-là arrivent et ils doivent maîtriser, imaginer non seulement une nouvelle culture, mais aussi une nouvelle langue. Tout à fait, parce que des fois, j'entends beaucoup de gens, ils vont dire « j'ai tombé Ouais. ». Mais on ne va pas penser « j'ai tombé », c'est pas correct. Mais après, quand tu y penses, mais non, c'est pas correct. Je suis tombée. Ouais. Puis ça, c'est des acquis que nous, c'est notre langue. Puis pourtant, Non, puis on va déborder vers l'accent. Mais les accents, tous les pays en ont des accents. Mais je pensais entre autres à Marcus qui disait qu'il avait été au Lac-Saint-Jean. Oui, ça commence rough. Il a commencé rough un peu. Avec tout le respect qu'on leur doit. C'est pas facile. Comment est-ce qu'on apprend à l'extérieur si on n'a pas des cours? Lui, Marcus parlait entre autres d'une application. Est-ce que c'est facile d'apprendre le français à l'extérieur, disons, du système qui nous est déjà offert? Bien, certaines personnes peuvent apprendre le français dans leur pays d'origine via les alliances françaises, etc. Il y a des cours en ligne qui existent, mais c'est sûr que, en fait, les personnes, lorsqu'elles arrivent, elles peuvent soit apprendre ou améliorer leur français. Donc, c'est vraiment pour pouvoir cheminer. Et c'est sûr que c'est difficile parce qu'il y a le fait de parler, mais c'est la maîtrise de l'écrit également qui représente un enjeu particulier pour le travail. Oui, absolument. Et puis, il n'y a pas seulement ça, mais il y a également le fait que c'est ce qui nous aide à nous insérer dans la société d'accueil aussi. Si on ne parle pas la langue du pays, à quelque part, on vit dans une bulle.
Bien, le français nous permet de tisser, bien, la langue permet de tisser des liens. Donc, mais aussi, tu sais, moi, je vais prendre un exemple un petit peu à l'extérieur. J'ai appris l'espagnol avec un cœur d'enfant. Donc, au début, c'était tout croche. C'était vraiment tout croche. Mais je disais, moi, danser au passé. Puis là, les gens me reprenaient. Fait qu'il faut pas avoir peur dans le français, dans l'apprentissage de la langue, de faire des erreurs. Puis, parce que, comme il disait en entrevue, bien, les gens sont impressionnés par ses efforts. Et de le faire avec son cœur d'enfant, ça permet d'assimiler la langue beaucoup plus rapidement. Puis tu l'as dit avec notre invité, Marcus, on est sympathique à quelqu'un qui se force à apprendre une langue. C'est sûr, puis on est porté à lui parler, à vouloir l'aider, à vouloir, à vouloir qu'il soit notre ami. Moi, j'ai des gens que je connais ils viennent du Québec, mais ils ont été élevés en anglais, puis à cause qu'ils ont été élevés en anglais, ils ont des... Ils se sentent pas... Non, ils se sentent pas à l'aise de parler français, ils sont gênés. Alors, ils parlent pas... Ils sont capables de parler français un à un, mais ils vont jamais s'exprimer en français parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Comme tu disais, il faut avoir son cœur d'enfant, il faut pas avoir peur de faire ses erreurs. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, même si quelquefois on l'est. Puis c'est charmant. Je vous remercie infiniment, Annie, Carole, Elga. Et on poursuit avec la langue de Chine. Je viens d'Haïti. Je viens au Québec parce que ma fille est au Québec, mais elle s'intéresse à moi. Elle s'intéresse beaucoup à moi. Et il m'envoie me chercher, il m'envoie aller chercher pour venir ici au Canada. Et j'aime ça beaucoup. Et c'est un réel plaisir de venir ici. J'aime Canada. Le Québec aussi, c'est au Québec. Je suis au Québec. Oui, vous êtes au Québec, bien Oui, sûr. je suis au Québec, oui. Je suis arrivée depuis 1 an. Et donc, je comprends bien que vous avez choisi le Québec et le Canada parce que votre fille, par l'entremise de votre fille avait choisi ce pays-ci. Oui. Donc, pour vous, c'était un peu une mise de suivre vos enfants, de suivre par amour vos enfants. Oui. Quand je vis ici à la francisation, je dis à ma fille que essaie de m'aider à pratiquer la langue française. Oui. Parce que je veux parler, je veux pratiquer. Vous voulez communiquer avec d'autres gens. Avec d'autres gens en français. Il faut m'aider à pratiquer la langue française. Vous aider à pratiquer français. C'est bien ça, par exemple. Donc, est-ce que vous trouvez qu'il y avait plus de difficultés d'intégration et d'adaptation à la langue française ou à la société québécoise par rapport à la culture? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de vous intégrer à la culture québécoise? Bon, ce que je vois que c'est pas difficile, c'est pas très difficile, mais en pratiquant, comme en forgeant, qu'on devient forgeron. Oui, c'est forgeant. Alors, en forgeant, on devient performant en pratiquant. Donc, vous vous considérez maintenant québécoise? Oui. Oui? Oui. Vous vous êtes adaptée au Québec comme le Québec vous a adopté. Oh, merci. J'aimais ça. Mais oui, ça va venir. C'est sûr que c'est quelque chose qui se fait avec le temps aussi. C'est pas en claquant des doigts. Donc, mais avec votre fille, avec votre famille, c'est comme ça qu'on... Puis la famille aussi, c'est les gens autour de nous aussi. Ça peut être gros, la famille. Oh, merci. C'est bien. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur ici. Je souhaite que vos enfants arrivent ici puis que vous pouvez former votre famille aussi. Merci. Puis vous allez voir. Oui, c'est vrai. Merci. Merci à vous. Merci de votre générosité, d'avoir partagé votre parcours avec nous. Merci beaucoup pour moi aussi. Je suis ravie. Ça m'a fait plaisir. De parler, de m'exprimer un peu, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de aussi. vous voir, de vous rencontrer aussi. Et oui, vous m'aidez aussi. Oui? Vous m'aidez. Parce que quand c'est une bonne initiative. Oui. Et une bonne... comment dirais-je? C'est une bonne disposition de prendre. Et ici, toute la francisation dit bravo pour la francisation. Je dis bravo. C'est ça, vraiment, c'est une bonne disposition. Vous sentez intégré. Oui. Je suis contente vraiment d'entendre que les gens se sentent au Québec comme à la maison. Je trouve ça magnifique de voir comment les gens arrivent ici, puis
sais, moi, mon œil est vraiment d'un côté différent. Je suis née ici, toute ma famille est pratiquement née ici, mais de voir comment le regard des gens qui arrivent, des nouveaux arrivants, puis de se sentir à la maison ici, que les gens les fassent sentir à la maison ici, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'aime ça. Merci, Evelyne. Oui, merci aussi. Merci de votre générosité. Merci à toi aussi. Ça fait plaisir. On va parler français. Le français au Québec, l'accent québécois, il a une provenance. Ça a l'air familier ou des fois mal parlé de dire « toi »,« moi »,« va à droite ». Est-ce un mauvais français? En fait, c'est le français parlé ici, ce qu'on appelle le québécois, le québécois. Ça a une origine qui est vraiment ancienne. Vraiment, c'est au-delà de dire que c'est un mauvais français, en fait, c'est on pourrait dire, un héritage historique. Car les gens qui sont venus de France ici, à l'époque de la Nouvelle-France, ils venaient d'une époque où, à Paris, on parlait de cette façon-là. Alors, les sons « wa », c'était des « oui », et certaines expressions, comme « barrer la porte », on barrait la porte avec une barre, on disait « pas en tout » pour dire « pas du tout ». Ce sont des choses qui ont traversé l'océan, qui se sont installées ici. Et d'ailleurs, quelques voyageurs français, à l'époque du régime français, viennent ici, des religieux comme Charlevoix, Bougainville lors de la conquête, va noter qu'on parle un français qui est aussi bon qu'à Paris. On disait même qu'un opéra pourrait être écrit et être chanté par des gens de la Nouvelle-France. Alors, le français, on le trouvait impeccable. Il y a la conquête en 1760 et plusieurs années après, parce que les liens avaient été brisés avec la France après la conquête, en 1831, des Français viennent ici. Il y en a un qui s'appelle Alexis de Tocqueville. Il va remarquer que le français il est rendu épouvantable. C'est déplorable. Mais qu'est-ce qui a changé pendant ce 50 ans-là, entre la conquête et 1831, à peu près? C'est la Révolution française en France. C'est une révolution phonétique. Le roi et la noblesse avaient une manière de parler. On avait la manière qui était prisée chez la noblesse, qui était une manière avec on disait parler avec éloquence, la manière qu'on devait parler dans les salons, à la cour, toi, moi, le roi, la louée. Et tandis que la bourgeoisie disait, et avant qu'elle soit au pouvoir, car les révolutions françaises mènent la bourgeoisie au pouvoir, disait que une bonne manière de parler français, c'était de bien prononcer les mots avec netteté, avec vraiment bien appuyé. Alors, lors de la Révolution française, c'est ce français-là qui va prendre le dessus. Alors, après la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui vient d'un milieu dans lequel on retrouve des gens de lettres, des gens scientifiques, et dans leur éducation, où ils apprenaient le latin. Dans le latin, l'apprentissage de cette langue morte-là, on mettait l'emphase sur l'appui de chacune des lettres. Alors, ça explique un peu ces deux manières de parler le français. On disait la manière du bel usage et le bon usage. Alors, Anna, on t'a fait venir aujourd'hui parce que ta première langue n'est pas le français. Mais tu parles déjà très, très bien français. Puis, je voulais te demander un petit peu ton parcours. Comment tu es venue à parler français? Alors, dis-nous d'où est-ce que tu viens et un petit peu comment tu as cheminé vers la langue française. Et je viens de la Serbie, de Belgrade. Ça fait 16 ans que j'habite à Montréal. Je suis arrivée ici pour mes études. J'ai fait ma maîtrise et doctorat. Et quand je suis arrivée, j'ai parlé un petit peu français parce que j'ai appris à l'école en Serbie, mais c'était ma 3e langue. Mais c'est sûr que pour habiter ici, il faudrait vraiment bien maîtriser la langue. Donc, j'ai fait des cours à l'Université de Montréal tous les samedis, de 9 à 1. Et qu'est-ce que ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de parler avec les gens à l'université. Ou après ça, j'avais aussi une coloc française qui n'a pas parlé anglais, parce que c'est ça qui est toujours le plus difficile quand les gens ils savent qu'on ne parle pas français, ils voudraient nous aider. Ils parlent un petit peu anglais, mais ce n'est pas très avantageux pour nous parce qu'on ne peut pas pratiquer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis aujourd'hui, oui, je suis mariée avec une Serbe. À la maison, on parle serbe, mais sinon, dans tout mon entourage, c'est vraiment beaucoup plus le français. Donc, c'est comme devenu ma 12e langue, finalement.
OK, c'est ta deuxième langue. Puis, qu'est-ce que tu trouves que... Est-ce que toi, tu étais gênée de leur dire « Non, non, parlez-moi français » ou bien t'es laissé parler anglais? Mais au début, c'est sûr, j'ai essayé de... Parce que le problème, c'est que j'étais très lente en français. Donc, si jamais c'est une situation où les gens voudraient une réponse rapide, il m'a parlé plus en anglais. Mais donc, il fallait que je m'améliore pour prouver que je suis pas capable de parler français. Donc, avec le temps, j'ai réalisé que finalement, leur anglais n'était pas si bon. Et que c'était mieux pour moi qu'on parle français. Puis, est-ce que tu as trouvé la transition... Bon, tu avais appris le français en Serbie quand même 3 ans. As-tu trouvé l'immersion de venir ici difficile pour apprendre le français à juste le parler ici? T'as-tu trouvé ça difficile? Oui, parce que ça, comme je suis violoniste de profession, j'ai étudié en musique, donc mes études étaient beaucoup reliées avec le violon. Mais il y avait certains cours que c'était d'écouter les professeurs parler français, puis j'ai trouvé ça comme chinois. J'ai copié un peu comme une mauvaise élève à l'école. J'ai regardé qu'est-ce que les gens ils écrivaient. J'ai rentré, j'ai habité dans une résidence. Donc, le soir, je prenais mon dictionnaire serbe, je traduisais mot par mot. Mais finalement, avec le temps, c'est parce que j'ai réalisé pour travailler ici, puis je travaille beaucoup avec les enfants. Si je parlais juste 1 ou 2 langues, mais mes opportunités, elles auraient vraiment plus restreintes. Mais comme je parle français, maintenant je peux... Parce que les enfants, ils choisissent pas... ils parlent pas serbe ou anglais, donc j'aurais pu travailler plus, avoir plus d'étudiants, plus d'opportunités. Donc je pense que pour moi, c'était un bon choix de mettre mon énergie pour apprendre français. Puis... tu disais que tu étais mariée avec un Serbe et vous avez un petit garçon. Oui. Puis je me demandais, est-ce que c'est quelque chose, le français, que vous lui apprenez déjà? Oui, parce qu'il va à une garderie où il parle français, puis c'est super cute parce qu'il mélange les 2 langues. Il répond toujours oui en français au lieu de da. Et il demande son lait, l'eau, lait. Donc, il dit beaucoup de mots déjà en français. Même si on parle serbe à la maison, parce qu'il passe quand même beaucoup de temps à la garderie. Donc, je pense pour lui, ça va être les 2 langues égales, je pense. Je te remercie beaucoup, puis au plaisir. Merci. Ils sont beaux, tous ces accents et tous ces invités. Et on a encore une belle tablée de gens tout aussi intéressants autour de moi. Je vais vous les présenter les unes après les autres. Éliane Gagnon, auteure de Carnet de fuite et comédienne qu'on a vue entre autres dans Ramdam. Elle jouait le rôle de Kim Bellavance, créatrice de la plateforme Sober Lab. Il y a Jamila Hadar, enseignante de français à l'école Odyssée des jeunes, journaliste algérienne militante, entre autres, et de la langue et de l'identité amazigh. On va avoir le temps d'en jaser parce qu'on a des choses en commun. Hein? Et Sandra Barrios, d'origine colombienne, hein, c'est bien ça, qui est responsable du volet francisation au Centre communautaire Petit Espoir. Merci d'être là. Merci, merci. Si vous permettez, je vais commencer avec Éliane. Le français, toi, c'est ta langue maternelle. Oui. Puis tu as appris d'autres langues. J'ai appris d'autres langues. J'ai appris l'anglais dans l'Ouest canadien. C'était vraiment important pour moi parce que je voulais avoir une carrière internationale. Puis j'ai appris l'espagnol aussi parce que je suis d'un héritage chilien. Ah oui? Oui, mon père, c'est un réfugié politique de la dictature de Pinochet. Oui. Donc, j'ai appris l'espagnol au Pérou en 2011. Puis je le pratique pas, no practico. No hablo mucho, pero me gusta espagnol. Mucho. Et toi, Sandra, bon, l'espagnol, c'est la langue maternelle? C'est mon idioma natal. Si. Alors, on va continuer en français parce que sinon, on va perdre quelques gens, pas tout le monde. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé ici au Québec et à parler le français, Sandra? Je suis arrivée ici, ça fait 15 ans. J'ai initié un processus d'immigration à partir de mon pays. Ça a duré à peu près 2 ans avant que je puisse arriver ici. J'arrivais comme résident permanent et j'ai commencé un processus avec les cours de francisation qui se donnent à Montmorency. Par la suite, c'est le vécu de tous les jours et on approfondit les connaissances de la langue. On continue à apprendre, hein, même 15 ans plus tard. Oui, complètement d'accord, à tous les jours. Absolument. Jamila, le français, c'est dans votre langue, non? Ben, le français, comme... C'est dans votre culture? Oui, j'ai entendu tout à l'heure une dame parler des anciennes colonies françaises. Effectivement, l'Algérie en faisait partie. Oui, c'est vrai.
et j'espère qu'elle m'en fait plus partie. C'est un grand point d'interrogation. Donc, mais moi, je suis née après la révolution algérienne, hein. Donc, je n'ai pas vécu sujet colonisé de la France, non. Et qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec? Mais on a appris le français à l'école comme on apprend toutes les autres langues. Pourquoi je suis venue ici? Bonne question, excellente question même. Elle parlait tout à l'heure du dictateur Pinochet qui a poussé son père à partir. Les Algériens, quand même, il faut se rappeler qu'il y avait 250 000 Algériens assassinés dans les années 90 par les terroristes, les islamistes et les militaires. Donc, ce qu'on appelle chez nous la famille qui avance, ou les démocrates, hommes et femmes, on a en face les militaires et on a de l'autre côté les islamistes. La femme, il faut qu'elle soit voilée, il faut qu'elle fasse... Donc, on luttait sur tous les fronts. À un moment donné, on est rendu à un certain stade où nous, on prend les armes aussi. Ouais. Donc, il y aura une véritable guerre civile où on part. Mais la famille qui avance, où tu es sous terre, où tu quittes. Et vous êtes arrivé ici au Québec en quelle année? En 97. En 97, j'ai découvert le superbe hiver du mois de novembre. C'est beau, hein? C'est beau la neige quand ça arrête à un moment donné. Et le verglas juste après. Oui, justement. Vous l'avez entendu dans l'entrevue d'Anna, elle est venue ici pour étudier et elle est restée ici. C'est un beau facteur de rétention, les études. Hein? Les gens viennent étudier, puis finalement, ils s'initient à la culture. Par exemple, dans mon cas, j'étais à l'université quand j'ai entendu toute la beauté du Québec, du Canada, et c'est celui-là qui m'a amenée ici. Il y avait beaucoup de choses à découvrir. Évidemment, dans mon rêve, mon projet rêve, c'était de faire des études aussi au pays. Toi, tu l'as étudié, enfin, l'anglais dans une autre province? Oui. Donc, tu connais la position des gens qui arrivent? Tout à fait. J'ai habité à Toronto aussi pendant 1 an pour étudier le jeu. J'ai une fascination pour les langues, pour les cultures, les métissages. Puis c'est important pour moi de pas seulement parler français, aussi pour mes enfants. J'ai un fils, là, j'aimerais vraiment qu'il soit multilingue. C'est important de s'ouvrir finalement aux autres cultures. Ouais. À l'école Odyssée des jeunes, c'est multiculturel maintenant. Ils viennent de partout dans le monde. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'ils arrivent déjà francisés? Oui, francisés, mais quand même, il y a quand même quelques classes qu'on appelle les mesures d'appui ou même tremplin, c'est des élèves qui accusent beaucoup de difficultés, pas seulement linguistiques, mais entre autres. Mais même parfois dans les groupes réguliers, on a certains élèves qui ont du mal à saisir toutes les nuances de la langue, et c'est normal. Même un Français, quand il vient au Québec, quand on lui dit c'est beau, il pensait qu'on parlait de la beauté, alors que c'est assez, arrête de parler. Il y a des nuances. Bien sûr, bien sûr. Des expressions, des slangs. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est le plus dur à apprendre du français, justement, Sandra? L'accent québécois. L'accent, oui. Mais gardez votre accent, s'il vous plaît. Ah oui, c'est tellement beau. Absolument. Prenez pas notre accent. Mais j'essaie de l'imiter parce qu'il y a une belle cadence. Je m'amuse avec. Je pratique à la maison et ma fille, c'est ma complice pour essayer d'arriver à faire les bonnes... Oui, parce qu'en plus, c'est vrai, vous avez une fille qui a quel âge? 10 ans. Donc, elle vous amène aussi toute la culture québécoise. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Elle est ma prof. Elle est votre professeure? Oui, parce que des fois, elle arrive à la maison avec des vocabulaires nouveaux. Et je dis, c'est quoi? Allez-y, répète. Moi, j'essaye à nouveau les nouveaux mots. Après, donc, je dis, OK, j'ai l'acquis. Et je sors de chez moi et je pratique à l'extérieur. C'est la même chose pour vous, Jamila, avec votre fille? Ma fille, c'est incroyable quand elle était petite, parce qu'à la maison, on parle berbère, on parle de kabyle et français, parce que en Algérie, on parle les 3 langues, l'algérien, le berbère et le français. Tout mélangé, oui. En quelques secondes, d'ailleurs, il y avait une vieille à Paris, elle nous a dit, mais il y a des moments, elle nous suivait dans l'autobus. Après, elle était tellement frustrée, c'est une Française, mais vous parlez quoi exactement? Ça, c'est Ali. Donc, ma fille, elle parle le français standard, elle parle berbère, et elle parle le québécois. En plus, et elle parle anglais.
Et ça, on pourra continuer à en jaser, d'ailleurs, de l'influence de la culture dans laquelle, bien sûr, on immigre ou dans laquelle on baigne. Alors, on va continuer avec nos invités. Ils vont nous revenir un petit peu plus tard dans cette table ronde de l'émission La langue de chez nous. Bonjour Magdiel. Bonjour. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Merci. Est-ce que je prononce bien ton nom, Magdiel? Oui, Magdiel. D'où est-ce que tu viens, Magdiel? De Cuba. Je viens de Cuba. Où à Cuba? Villa Clara. C'est au centre, vraiment au centre du pays. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu parlais français dans ton pays? Non. Pas du tout? Non. C'était juste l'espagnol, Okay. l'anglais, mais on s'attend que le français et l'espagnol sont des langues latines. Il y a beaucoup de similarités, oui, effectivement. Puis, alors, tu n'avais aucune notion de français quand tu étais dans ton pays? Non, aucune. OK. Puis toi, tu es danseur professionnel, oui. C'est ça que tu fais dans la vie. Puis ça fait seulement, je pense, 4 ans que tu es ici? Oui, 4 ans, presque 5 ans. Magdiel, moi, je sais qu'est-ce qui t'a amené à parler français et à venir au Québec, mais je trouve que ça serait très intéressant que tu partages l'histoire, l'expérience qui t'a amené à ça, s'il te plaît. Mais oui, c'est ça. Je suis marié avec une Québécoise. Mm-hmm. Et après de 12 ans, j'arrivais ici, mais je parlais de tout français, pas de tout. Mais pour respect à elle et à la famille, j'ai pris le français dans l'école Bois de Boulogne. Et tout de suite, j'ai commencé à écouter vraiment la radio, la télé, beaucoup d'émotions de télé. Et j'aime beaucoup le français, parce que c'est un mélange, c'est vraiment des langues, il y a plus de similitudes, sont des langues latines, comme l'espagnol, et mettons toute la terminaison sion, c'est vraiment presque pareil. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, vous avez une petite fille aussi, oui. maintenant. Ouais. Bravo, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Puis, est-ce que j'aimerais savoir si tu trouves que d'apprendre tout de suite, quand tu es arrivé ici, le français, ça t'a ouvert des portes, soit au niveau de se faire des amis, soit au niveau de trouver du travail. J'aimerais que tu nous élabores un petit peu là-dessus. Oui, c'était vraiment intéressant, ce point, parce qu'on est des danseurs professionnels. Ici, j'ai des amis, collègues de moi qui sont des danseurs latins, et on vient de Cuba. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de travail qu'on le fait vraiment avec une institution québécoise. C'est qu'il faut parler français. Et ça m'a aidé beaucoup, même si après on parlait espagnol ou anglais, mais non, mais quand on se fait des filmations, je fais beaucoup de filmations de figuration, et ça c'est en français. Et ça m'a aidé beaucoup, oui. Et aussi, puis, surtout... Je sais, excuse-moi de te couper, non. Je sais que tu enseignes aussi la danse. Ça aussi. Alors ça, l'enseignement de la danse, tu le fais en français. Oui, en français. Parce que je comprends que quand tu fais tes différents spectacles avec tes amis cubains, ouais. C'est sûr que tu n'as pas vraiment besoin du français, mais quand tu enseignes aux jeunes, ouais. C'est important pour toi d'utiliser la langue française. Pour moi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup partie de mon travail ici au Canada, au Québec, qui est vraiment en français. J'ai des clients, je fais la kinésithérapie, la physiothérapie pour le matin. Je travaille dans une résidence de personnes âgées et c'est bon, j'apprends plein de comme elles disent, les madames, de français québécois. Ouais, c'est bien, c'est intéressant parce que pour le matin, je fais ça. Et oui, je plains tous mes clients, 90 clients sont des Québécois de la langue française. Voilà. Et je te remercie beaucoup. Eliane, Sandra et Jamila, qu'est-ce que ça suscite, ce témoignage de la part de Magdiel pour vous? Ouais, c'est inspirant. Moi, je trouve que c'est bien de voir que les gens qui arrivent de leur pays respectif s'intègrent comme ça. Je trouve ça magnifique. Vraiment. Et toi, Sandra? Je me retrouve dans ces mots. Bien sûr. Parce que comme lui, avant, dans mon pays, ça parle juste l'espagnol. Donc, on entendait plus souvent peut-être l'anglais, mais vraiment, le français, c'était minimum. Il faut chercher une formation vraiment pour apprendre la langue. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais fait des cours avec l'Alliance française. Mais j'ai une anecdote que jamais dans la vie je vais oublier.
je devais prendre des cours à Montmorency. J'étais dans l'arrêt d'autobus. Moi, je disais, OK, j'ai fait presque tous mes niveaux à l'école l'Alliance française. Bon, ça va bien aller. J'avais tous mes espoirs derrière moi. Et il y a un garçon, un jeune, qui vient me dire, quelle heure est-il? J'étais là, il m'a descendu au plus bas. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est drôle. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, je me retrouve dans ces mots parce que la langue, c'est une richesse. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Jamila, est-ce qu'il y a des gens qui parlent des langues maternelles pour lesquels c'est vraiment un énorme défi que d'apprendre le français? Parce que, bon, quand c'est un peu la racine latine, ça va. Mais sinon, est-ce que vous le voyez dans votre école? Moi, je pense que la langue maternelle, c'est la colonne vertébrale de l'identité de l'individu. Donc, si cette personne est équilibrée dans ce qu'elle est, elle est capable d'apprendre plein de choses. Et ce jeune homme, là, cet artiste, il a un esprit ouvert, ce Cubain, plus il a un esprit de persévérance et aussi, il l'a fait par amour. Et en plus, il a choisi un pays où il rêvait de cette paix qu'on a au Québec, parce qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, le fait qu'il ait réussi à être dans un pays paisible, où l'individu peut s'éclater, dans le bon sens, bien sûr, s'éclater, donc il a du potentiel et des capacités pour avancer. Je trouve qu'il a réussi. Il a réussi. Et il a dit un mot extraordinaire dans son entrevue, le mot respect. Pour lui, c'était une forme de respect que de parler de la langue. Dans la famille. Absolument, à la famille, parce que ça aussi, je veux dire, si on est dans un pays, ben, qui prend pays, prend mari, ou même culture et langue, justement. Comment est-ce qu'on fait? Vous en avez des gens autour de vous qui viennent de d'autres pays. Comment vous les incitez justement à apprendre cette langue si difficile qu'est le français? Est-ce que vous avez des trucs? J'avoue que j'en côtoie pas tant. Je côtoie plus des gens qui sont francophones, anglophones. Bon, le réflexe de toujours parler en anglais à quelqu'un, ça c'est pas leur rendre service. Je le fais moi-même, en fait. Loi 101, j'adore la langue française, mais j'avoue que je suis peut-être pas assez impliquée à ce niveau-là. OK. Ben, peut-être que la question se pose à Sandra. Comment est-ce qu'on fait pour justement les aider? Dans mon travail, je suis intervenant communautaire, je travaille avec les groupes de francisation, mais aussi je travaille avec l'intégration au marché du travail, surtout, je dirais, avec les personnes immigrantes. Oui. Je dis que l'importance d'apprendre la langue, c'est 100%. Pour tout, pour le travail, pour l'éducation, pour l'intégration en communauté aussi. C'est jamais bon quand on veut dire quelque chose et la personne à côté ne te comprend pas. C'est pas bon non plus quand tu veux trouver un travail, de trouver un emploi, parce que c'est une grande barrière. Bien sûr, bien sûr. Si tu n'as pas un emploi, il ne se rend pas non plus l'argent chez toi. Donc, tu vas vivre la pauvreté. C'est ça. Absolument. Isolé. Oui, c'est vrai, absolument, l'isolation. L'estime de soi aussi, ça joue un rôle très important. Donc, il y a beaucoup de sujets, de composants qu'on va dire qui se soutiennent dans les mêmes noyaux. Est-ce qu'il y a assez de ressources pour le nouvel arrivant? Si vous permettez juste un petit commentaire par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui, ça, c'est un discours qu'on peut tenir à un adulte. Mais à un enfant qui débarque dans une école secondaire, c'est dur. Et j'ai vécu quelque chose avec une fille qui vient de l'Asie. Je ne sais pas si c'est le Pakistan ou le Bangladesh, je ne me rappelle pas. J'avais des groupes mesures d'appui. Elle m'a dit, Madame Hadar, je n'aime pas le français. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que c'est une personne qui t'a fait du mal? Elle m'a dit non. Je dis, alors pourquoi? Et croyez-moi, au bout de quelques mois, elle est devenue l'une des meilleures élèves de la classe. C'est fantastique. Parce qu'il y a quelque chose qui est parti. Une barrière. Il y avait des préjugés dans sa tête, je sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais j'ai réussi à la libérer d'un préjugé. On n'aura pas le temps de faire le tour de la question, mais Amazigh, c'est le même combat que le français? Moi, je dirais que c'est le même combat que les Amérindiens. Que les Amérindiens. Ouais. Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour cette table ronde et vive le français. Vive le français. Absolument. Et vive toutes les langues. Hein. Absolument. Et vive toutes les langues. Ben oui, on en parle tous. Vive la vie. Vive la vie, en effet. On poursuit avec la langue de Chine.
La langue, c'est plus compliqué parce que prononciation français, c'est quelque chose. C'est pas similaire de Russie. Mais la culture, quand j'arrivais, je me rappelle, je me souviens, à Saint-Damier, c'était les gens français, la femme, je me rappelle, Madame Coco, j'ai pris le coco de Madame, les poules, et j'ai essayé de parler. Elle m'a dit, comment tu peux te sentir ici? Et je lui ai dit, ici, je me sens comme à la maison, c'est comme chez moi. En guise de conclusion de cette première émission d'une série de 3, je vous propose un extrait de cet entretien que j'ai eu avec le légendaire chanteur, auteur, compositeur, qui est en quelque sorte le parrain honorifique de notre émission. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite aux 2 prochaines. Voici donc Yves Dutheil. Yves Dutheil, merci de nous accorder ce temps avant même votre concert de ce soir de la tournée Respect. Je sais que vous venez au Québec depuis plus d'une 40aine d'années, donc vous êtes un témoin privilégié, si on veut, de l'avancement de la langue française ici au Québec. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces 40 ans dont vous avez été témoin? Mon premier contact, ça a été avec Félix Leclerc et son combat pour la survie en fait, de la culture française en Amérique du Nord et au Québec en particulier. Et c'est là qu'effectivement j'ai observé une évolution depuis le début de ce combat. C'est qu'il s'agissait au départ de conquérir l'indépendance du Québec et d'en faire le pays de la francophonie en Amérique du Nord. Et puis, ça n'a pas marché parce que le référendum, le moment est passé. La fenêtre d'opportunité, on va dire. Voilà, exactement, la fenêtre de tir. Et pourtant, aujourd'hui, je sens que ce combat n'est pas mort. Et il s'est renouvelé d'une façon assez étrange à travers le témoignage qu'on en a eu de la révolte des Franco-Ontariens face à la suppression des crédits. Des écoles françaises, oui. Voilà. Et ça a été comme une espèce de révélateur. La colère est remontée. Et du coup, il y a eu un véritable mouvement de la part du fédéral vers l'idée que la francophonie pourrait être quelque chose de canadien, au lieu d'être simplement québécois. Simplement parce qu'il y a dans le Canada des tas de communautés francophones qui sont isolées, qui sont éparpillées un peu partout, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Acadie évidemment. Bien sûr. Et que finalement, ce combat était peut-être pas uniquement territorial, mais peut-être simplement culturel, et qu'on gagnerait à essayer d'élargir cette notion de francophonie à tous ces francophones un peu éparpillés qui ont besoin, eux aussi, de ne pas se sentir isolés dans leur combat pour la survie de leur culture et de leur langue. Et ça vaut aussi pour le monde entier, puisque nous sommes 300 millions à partager l'amour du français.